Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes, vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je suis chauffeur de taxi et il existe des règles loufoques à respecter la nuit. Je suis chauffeur de taxi depuis plus de 10 ans. Il existe des règles à respecter lorsqu'on transporte des passagers la nuit. Ce n'est pas sans raison que nous avons peur de l'obscurité. Ce sentiment familier de malaise lorsque vous conduisez seul la nuit, même si vous ne voyez personne sur la route autour de vous, c'est instinctif. Une mise en garde ancrée dans vos os. Parce qu'il y a des choses là-bas. Des êtres que nous ne pouvons pas expliquer. Ils n'apparaissent pas à la caméra. Ils se moquent de votre spray au poivre. Mais ils suivent des règles anciennes, des rituels peut-être. Je ne sais pas d'où ils viennent ni qui les a créés, mais j'ai appris une chose. Si vous suivez les règles, ils vous laisseront tranquille. Je n'aurais jamais pensé vivre une telle expérience au volant d'un foutu taxi. Les gens pensent qu'être chauffeur de covoiturage est simple, et ils ont raison. Dans l'ensemble, vous conduisez. Vous discutez s'ils veulent discuter. Vous les déposez. Vous êtes payé. Pas de vrai patron qui vous surveille, pas de politique d'entreprise, pas de délai à respecter. Juste la route, votre voiture et une playlist suffisamment longue pour vous divertir entre deux courses. C'est pour ça que j'ai commencé à faire ce boulot. Après avoir quitté mon ancien emploi, je ne voulais plus avoir affaire à personne. Pas vraiment. J'avais été mécanicien pendant 20 ans. J'avais tenu mon propre garage jusqu'à ce que mes genoux lâchent et que mon affaire parte en vrille. Les applications de covoiturage sont arrivées à point nommé. Je n'avais pas à sourire si je n'en avais pas envie. Je n'avais pas à régler les problèmes de qui que ce soit. Il suffisait de les conduire à destination. Pendant la journée, c'est facile. Des étudiants qui se rendent en cours, des infirmières qui font des doubles gardes, des courses à l'épicerie pour des personnes sans voiture. Un travail honnête et tranquille. Parfois, j'appréciais même les petites conversations. J'aimais entendre parler les gens de leur vie. J'avais l'impression de faire quelque chose de bien, même si ce n'était que 5 étoiles et un simple merci à la fin. Mais la nuit, les choses changent. L'atmosphère devient pesante. Les gens deviennent étranges. Je me souviens de la première fois où j'ai entendu parler des règles de conduite après le coucher du soleil. Ce ne sont pas des directives, ce ne sont pas des suggestions, ce sont des règles. Elles apparaissent sur l'application dès que le soleil commence à se coucher. Si vous en enfreignez une, disons simplement que vous ne voulez pas savoir ce qui se passera. Je suis sûr que cela peut sembler très déroutant à première vue, alors laissez-moi vous expliquer. Chaque nuit de travail commence de la même manière. Juste après le coucher du soleil, l'application vibre et émet un son étrange. Ce n'est pas le bip standard d'une notification. C'est un son sourd et continu, comme une sirène d'alerte avant une tempête. À une échelle beaucoup plus petite, bien sûr. L'écran devient noir juste avant qu'un message apparaisse en caractères carrés. Protocole de nuit, actif entre le coucher et le lever du soleil. Règle 1. Ne regardez pas directement les passagers. Utilisez le rétroviseur si nécessaire. Règle 2. N'acceptez pas de paiement supérieur au prix de la course. N'acceptez jamais de cadeaux. Règle 3. Ne prenez qu'un seul passager à la fois. N'acceptez jamais plusieurs passagers dans votre voiture. Règle 4. Assurez-vous que votre dernier passager soit déposé avant le lever du soleil. Je relis ces 4 règles à chaque fois, même si je les connais par cœur. Je ne sais pas si l'application les met à jour ou si quelque chose de plus sinistre veille à ce que je les lise. Quoi qu'il en soit, je ne saute jamais cet écran. Du moins, plus maintenant. J'ai commis l'erreur d'ignorer les règles une fois, une seule fois, et c'était une fois de trop. Je n'ai jamais été superstitieux. Quand j'ai commencé à travailler de nuit, j'en ai ri. Des règles comme celle-ci me semblaient être une blague,
une campagne technologique avant-gardiste ou quelque chose comme ça. Le genre de choses qui circulent à Halloween pour montrer qu'on est branché et festif. Mais le fait est que ces règles sont bien réelles. Et les conséquences le sont encore plus. Je l'ai appris à mes dépens. Tout a commencé par une petite chose. Un type qui insistait pour payer le double. Il disait qu'il appréciait mon service. Il disait que j'avais l'air fatigué et qu'il voulait me bénir. Il a sorti un billet de $100 tout neuf et l'a posé délicatement sur la console centrale. Je lui ai dit non. Il a insisté. Je lui ai répété non. Il a souri et l'a glissé dans le porte-gobelet. « C'est à toi de toute façon, mec !» Je n'y ai pas touché. Je l'ai laissé là jusqu'à ce qu'il soit parti. Après tout, où était le mal ? Ce type avait l'air tout à fait normal. Un homme d'âge moyen, les cheveux poivre et sel lissés en arrière, des lunettes de lecture, un t-shirt et un gilet. Il me donnait l'impression d'être un surfeur décontracté. Puis j'ai regardé dans le rétroviseur. Il était toujours là. Je l'ai entendu partir, j'ai entendu la porte se fermer derrière lui et je l'ai vu disparaître dans l'obscurité. Mais il était là, souriant. Ses yeux étaient tout noirs. Il articula quelque chose, mais les mots ne correspondaient pas au mouvement, comme une marionnette cassée essayant de murmurer une prière. Je n'en croyais pas mes yeux. Je me retournai, le cœur battant. Le siège était vide, il avait disparu. Sauf dans le rétroviseur, il resta là pendant tout le reste du trajet. Il souriait, il bavardait. J'ai garé mon taxi dans le coin le plus éloigné du parking de mon immeuble. J'ai verrouillé les portes et je suis rentré. Le billet de $100 est resté exactement où il était, intact, vibrant d'une pression silencieuse et invisible. Je sentais sa présence partout où j'allais. Quelque chose essayait de me pousser à revenir le chercher. Pour le dépenser, peut-être. Je n'en étais pas sûr, mais j'avais besoin d'aide pour m'en débarrasser. J'ai contacté le service d'assistance via l'application. Il n'y a pas de ligne d'assistance, pas de nom humain. Juste un formulaire avec une seule question. Décrivez votre incident. J'ai tout tapé. Le passager, le pourboire, le rétroviseur. Et j'ai attendu. Je me sentais tellement ridicule. 24 heures plus tard, j'ai reçu une réponse. Violation du protocole reconnu. Mesures correctives requises avant la reprise du travail. Brûler les devises étrangères. Éviter les fruits de mer pendant 2 jours complets. Merci d'avoir contacté le support technique. C'était tout. Pas d'excuses, pas d'explications, juste des instructions. J'ai ramassé le billet de $100 comme s'il s'agissait d'une arme à feu chargée et j'ai été surpris par son poids. Je suis sorti dans la ruelle derrière mon immeuble et je l'ai brûlé dans une boîte de conserve. Les flammes ont sifflé en vert pendant un instant, puis se sont évaporés. Ça ne sentait pas l'argent brûlé, mais plutôt le sel et le poisson avarié. J'ai évité les sushis cette semaine-là. Heureusement, je ne suis pas très poisson. Le 3e soir, l'application m'a permis de me reconnecter. Et comme si de rien n'était, les courses ont repris. Depuis, tout se passe plutôt bien. Tous les trajets ne sont pas terrifiants. Certains sont juste bizarres. Comme cette femme en robe jaune vif qui est montée sans dire un mot et m'a seulement chuchoté sa destination, le Marais. Ou cet homme qui ne clignait pas des yeux, regardait droit devant lui et criait chaque fois que nous passions devant une borne d'incendie. Le trajet le plus bizarre que j'ai jamais fait remonte à novembre dernier. Il était environ 3h12 du matin, cette période morte où le monde semble vide. J'étais garé près de la périphérie de la ville, le moteur tournant au ralenti, regardant un papillon de nuit se cogner sans cesse contre le pare-brise. J'ai reçu un message. Il n'y avait pas d'adresse, juste des coordonnées. J'ai failli refuser. Personne ne vit dans un endroit aussi isolé. Il n'y a que des terres agricoles et de vieilles granges. Mais j'avais du retard dans le paiement de mon loyer, et j'étais plutôt doué pour suivre les règles à ce moment-là.
La photo de profil était vide, le nom indiquait simplement M. Très bien, j'ai accepté. Alors que j'approchais du lieu de rendez-vous, mes phares ont éclairé quelque chose qui se tenait au milieu de la route. Un homme. Non, une silhouette, immobile, vêtue de vêtements démodés. Chapeau noir, long manteau, les mains jointes devant lui comme s'il assistait à des funérailles. Je me suis arrêté. Il n'a pas bougé. J'ai jeté un coup d'œil à l'application. L'épingle était directement sur lui. Contre mon bon sens, j'ai baissé la vitre de quelques centimètres. « vous êtes M ?» La silhouette acquiesça d'un signe de tête. Je déverrouillai les portes et ouvris le panneau des règles sur l'application de mon téléphone. Les mêmes règles que d'habitude, aucun changement. Je relus la première par mesure de précaution. Ne regardez pas les passagers directement. Utilisez le rétroviseur si nécessaire. D'accord. Il ouvrit la porte arrière et se glissa à l'intérieur. Il ne dit rien. Il resta simplement assis là, le siège grinçant sous son poids. Je quittai l'accotement et rejoignis la route principale. Le silence était suffocant. Je jetai un coup d'œil dans le rétroviseur. Au début, je n'ai rien vu. Puis le rétroviseur s'est embué, comme si quelqu'un avait soufflé dessus depuis l'intérieur. J'ai essuyé la condensation avec mon pouce et j'ai failli bondir de mon siège en voyant ce qui se cachait derrière. La silhouette sur la banquette arrière ne me regardait pas. La silhouette tenait quelque chose. Une grande carte postale, plaquée contre son visage comme un masque. De longs doigts s'enroulaient autour des bords, des doigts aux ongles si longs et jaunes qu'ils semblaient pourris. Leur simple vue me donna des frissons dans le dos. Je me penchai légèrement en avant, juste assez pour distinguer l'écriture. Quelques mots griffonnés sur la carte avec ce qui semblait être de l'encre rouge ou du sang. Je ne pouvais pas le dire à haute voix, mais il y avait écrit « Conduis, c'est tout ». Je n'ai pas posé de questions, j'ai conduit, et c'est tout. Pendant 40 minutes, nous avons roulé à travers des champs silencieux, des stations-service désertes et des tronçons de route que je jure n'avoir jamais vus sur aucune carte. Je n'ai pas eu de nouvelles informations sur la destination, pas de chronomètre, juste moi, la route et la chose qui se trouvait derrière moi. Le silence semblait plus épais que d'habitude. Le seul bruit était le ronronnement du moteur et le grincement occasionnel de la carrosserie, comme si la voiture elle-même se sentait mal à l'aise. Je n'arrêtais pas de regarder dans le rétroviseur, mais celui-ci s'embuait sans cesse. Je l'essuyais avec le côté de ma main pour découvrir à chaque fois la même chose. Il se rapprochait. Au début, il était assis bien droit, raide, presque comme un mannequin. La fois suivante, il était légèrement penché en avant. Puis ses genoux ont presque touché le dossier de mon siège. Son chapeau était vieux et taché, le bord était suffisamment bas pour cacher la majeure partie de son visage. Il était déchiré dans un coin, effiloché comme s'il avait été traîné dans le gravier. Je ne pouvais pas voir ses yeux, mais je pouvais les sentir, comme une chaleur dans ma nuque. Une sueur froide perlait sur mon front. Je ne savais pas quoi faire. Pas de nom, pas de minuterie, pas de destination. Cela ne m'était jamais arrivé auparavant. Je serrai le volant plus fort et continuai à rouler, le cœur battant plus fort que les pneus sur l'asphalte. Que faire s'il ne partait pas ? Merde ! Et s'il restait assis là jusqu'au lever du soleil ? Quelque chose de grave allait se produire. Je ne savais pas exactement quoi, mais je connaissais les règles. Ce n'était pas juste une course bizarre de plus. À 4 heures pile, il a tapé 2 fois à la vitre. Je me suis garé. Avant que je puisse dire un mot, la porte s'est ouverte en grinçant et s'est refermée brusquement. J'ai regardé dans le rétroviseur. Le brouillard avait disparu. Le siège était vide, à part quelque chose qui avait été laissé derrière. Il y avait une petite enveloppe avec un de ces seaux de cire raffinée.
À l'intérieur se trouvait une liasse de billets déchirés, enveloppés dans un élégant nœud rouge. Pas un centime de plus que le prix de la course. Dieu merci. Je l'ai mise de côté et je suis resté aussi là pendant un moment à respirer. La voiture était enfin calme, immobile. Cette nuit-là me semble lointaine. Je suis plus expérimenté maintenant. Des passagers sans destination, c'est courant de nos jours. Il m'a fallu du temps pour comprendre qu'ils ne recherchent pas un endroit. Ils recherchent une sensation, une réaction. Ils sont insatiables. Mais j'ai beaucoup appris depuis. Je sais qu'il ne faut pas nourrir leurs désirs. Si vous les ignorez suffisamment longtemps, ils finissent par partir. Aujourd'hui, je suis plus calme, comme un gardien de prison transportant des détenus turbulents. J'ai même acheté un pistolet. Il reste dans la boîte à gants la plupart du temps inutilisé. Mais si quelqu'un à l'arrière devient trop audacieux, s'approche de trop près, il suffit généralement de montrer le canon pour le faire reculer. Ils grognent, ils jurent, ils insultent et finissent par claquer la porte quand ils s'en vont. Ils laissent le prix de la course sur le siège, jamais un centime de plus. Je ne m'embête pas à être gentil, ce n'est pas comme s'ils pouvaient me donner un pourboire. Mais ce soir, je me sens un peu plus anxieux que d'habitude. Ce n'est pas à cause du travail. Non. Les passagers surnaturels dans mon taxi sont une promenade de santé comparée à ce qui m'attend demain. Mon fils se marie. Je n'ai pas vraiment fait partie de sa vie. C'était ma faute. J'ai gardé mes distances après le divorce, me disant qu'il serait mieux sans moi dans les parages. Pas de visite gênante, pas de discussion maladroite entre père et fils, juste de l'espace. Mais quand l'invitation est arrivée, j'ai pleuré. Je me suis assis sur le canapé, serrant cette enveloppe dans mes mains, et j'ai pleuré comme je ne l'avais pas fait depuis des années. Il était hors de question que je rate ça. J'avais déjà raté trop de choses. Je devrais me reposer en ce moment, me préparer pour le grand jour. Mais j'avais besoin de calmer mes nerfs. Pour une étrange raison, ce travail me fait du bien. Minuit sonne, l'application sonne. Première course de la nuit, je prends une profonde inspiration et glisse pour accepter. Je dois me concentrer. Il suffit de terminer mon service, puis d'aller directement à l'hôtel, s'enfiler dans mon costume et de me rendre à la cérémonie. Le type qui monte dans la voiture a l'air normal. Chemise à col, jean foncé, coupe soignée. Il glisse sur la banquette arrière sans dire un mot, et moi je démarre. Au bout de quelques pâtés de maison, il prend la parole. « C'est un grand soir ?» Je hoche la tête. « Oui, mon fils se marie demain. »« Oh, c'est génial. Comment s'appelle-t-il » J'hésite un tout petit instant. « James. » Il le répète très lentement. « James. » Un prénom fort. À quelle heure est le mariage ? À 2 heures, dis-je, les yeux fixés sur la route. Il sourit. C'est merveilleux, vous devez être fier. Je lui adresse un soupir crispé, mais je ne réponds pas. Quelque chose dans sa façon de poser toutes ces questions me met mal à l'aise. Ce ne sont pas les questions en elles-mêmes. Les gens font tout le temps la conversation. C'est la façon dont ils se penchent quand ils parlent, comme s'ils connaissaient déjà les réponses, comme s'ils confirmaient quelque chose. Nous arrivons à sa destination. Il me remercie, sort de la voiture et reste là, debout sur le trottoir, à regarder à travers la vitre arrière. Je regarde droit devant moi et fais semblant de ne rien remarquer. Au bout de quelques secondes, il disparaît dans l'obscurité. Je reste assis en silence, les mains toujours sur le volant. C'était étrange, encore plus étrange que d'habitude. Puis je comprends. Les règles. J'ai oublié de vérifier les règles ce soir. J'ouvre l'application et je fais défiler jusqu'à la section règles. Merde, putain! Il y a une nouvelle règle. Ne parlez pas de votre vie personnelle aux passagers. Je fixe l'écran comme si je lisais mal, comme si cette règle avait toujours été là et que je ne l'avais jamais remarquée. Mais je sais bien sûr que ce n'est pas le cas. Cette règle n'était pas là hier. Mon cœur se met à battre à tout rompre.
Je me gare, j'ouvre l'application et j'envoie un message illico au service d'assistance. Quelque chose de simple. Il y a une nouvelle règle, je l'ai enfreinte. Est-ce grave? Que dois-je faire? Pas de réponse. Le silence s'installe. La dernière fois que j'avais enfreint les règles, il a fallu 24 heures pour obtenir une réponse. Et je n'ai pas 24 heures devant moi. Finalement, je reprends la route. Je me dis que je vais faire encore quelques livraisons pour ne pas compliquer les choses. Peut-être que si je ne fais pas d'autres erreurs, tout rentrera dans l'ordre. Les passagers suivants semblent assez normaux, calmes. Mais il y a une ambiance étrange, une sorte de suffisance. Certains d'entre eux gloussent discrètement. Un type n'arrête pas de me jeter des regards dans le rétroviseur, comme si j'étais la chute d'une blague entre initiés. Une autre fille n'arrête pas de sourire, un sourire trop large, comme si elle connaissait un secret profond et sombre à mon sujet. Cela commence à me peser. Au bout du 3e trajet de ce genre, j'ai l'estomac qui se retourne. Et puis ça empire. Ma prochaine cliente est une femme seule au coin de la rue, vêtue d'une tenue de mariée complète. Une longue robe blanche, un voile, un bouquet. Tout semble neuf, propre. Ce n'est pas un déguisement d'Halloween, cela semble réel, cher d'ailleurs. Elle ne parle pas lorsqu'elle monte, elle fredonne juste doucement. Puis elle se met à chanter « Voilà la mariée ». Encore et encore, à voix basse, et faux, comme si elle ne se souvenait qu'à moitié de la mélodie. J'ai eu la chair de poule. Je conduis en silence, j'essaie de ne pas réagir. Elle continue à chanter jusqu'à destination. Et juste avant d'ouvrir la porte, elle se penche vers moi et murmure « Alors, c'est pour quand le mariage ?» Je ne dis rien. Elle penche la tête comme un oiseau perplexe, puis elle sort et s'éloigne dans l'obscurité, traînant le bas de sa robe derrière elle. Je respire difficilement maintenant. Mes jointures sont blanches sur le volant. Prochain client. Un type en chemise boutonnée froissée, cravate défaite. Il monte en criant déjà. C'était un fichu mécanicien. Et tu sais quoi? Il était complètement inutile. Il est resté sur son cul pendant 20 ans et il s'attend à ce que je lui sois reconnaissant. Je continue à rouler, il ne s'arrête pas. Ma fiancée veut que je l'invite. Tu peux croire ça? À mon propre mariage. Elle ne le connaît pas. Bon sang, je ne le connais même pas moi-même. Il commence à frapper du poing sur le siège en rythme, comme s'il se préparait à quelque chose. Je jette un coup d'œil dans le rétroviseur. Grosse erreur. Ses yeux sont écarquillés, sauvages, rouges sur les bords. Il y a quelque chose qui brille sur ses genoux. Pendant une seconde, je pense que c'est un téléphone. Ce n'est pas le cas. Sans prévenir, il lève un pistolet, le place sous son menton et appuie sur la gâchette. Un bruit assourdissant retentit. Le pare-brise ne vole pas en éclats, mais j'entends les éclaboussures atteindre la vitre arrière. Il s'effondre sur le côté. La portière s'ouvre toute seule, comme si quelqu'un l'aidait à sortir. J'entends son corps tomber sur le trottoir dans un bruit sourd et la portière claquer derrière lui. Je ne m'arrête pas. Je ne vérifie pas. Je continue simplement à rouler. Comme je l'ai dit, je suis désormais un chauffeur expérimenté. Malheureusement, ce n'est pas la première fois qu'un de ces fous s'installe à l'arrière pour essayer de me faire demi-tour. J'ai des problèmes plus importants à régler. Cette infraction à la règle me pesait lourdement sur la conscience. Et je n'avais toujours pas de nouvelles du service d'assistance. Le passager suivant semblait relativement normal. Bien habillé, la vingtaine, chemise boutonnée rentrée dans un jean foncé. Il a souri en montant à l'arrière. Un signe de tête poli, pas un mot. Les dernières courses avaient été pour le moins dérangeantes, mais ce type semblait différent. Pas meilleur, juste différent. Il ne parlait pas, il n'en avait pas besoin. Son silence avait juste quelque chose de suffisant, comme s'il me connaissait déjà, comme si nous avions déjà fait cela auparavant. Nous avons roulé pendant 15 minutes sans dire un mot.
puis je me suis arrêté devant l'hôtel. Il ne bougeait pas. Je me suis garé et je me suis légèrement tourné. Je ne le regardais toujours pas directement. Je me servais juste du rétroviseur. « C'est l'adresse, vous pouvez y aller. » Il m'a fixé fixement, sans changer d'expression, sans rien dire. Et puis, je l'ai entendu. Un coup sur la vitre, côté conducteur. « Papa ?» J'ai failli bondir hors de ma peau. Je me suis retourné et il était là. James, mon fils, en chemise et pantalon, debout devant l'hôtel, l'air confus et un peu nerveux. Le même hôtel où lui et les garçons d'honneur passaient la nuit. Comment avais-je pu oublier ? J'ai esquissé un sourire. « Ah, salut fiston, je viens juste déposer quelqu'un. Tu es nerveux pour demain ?» Il m'a regardé en plissant des yeux, comme si quelque chose n'allait pas. « Oui, on peut parler ?» Mon estomac s'est noué. Je devais faire sortir ce type de la voiture. Bien sûr, laisse-moi juste finir cette course, je te rejoins après, d'accord ? Son regard s'est posé sur le siège arrière, juste derrière moi. Troy ? A-t-il dit. Je me suis figé. La silhouette assise à l'arrière s'est penchée en avant, posant nonchalamment ses coudes sur l'appui-tête avant. Son sourire s'est élargi. « Salut mec, tu peux croire ça ? J'ai croisé ton père et j'ai pensé qu'on pourrait aller boire une bière avant le grand jour. Monte !» Mon sang s'est glacé. « Non, ce n'est pas Troy !» me suis-je dit. Mais je ne pouvais pas le dire à James. Je ne savais pas ce qui se passerait si je le faisais. C'était mauvais. C'était vraiment mauvais. « Non !» a dit James en secouant la tête, incrédule. « Troy, tu étais à l'intérieur, tu étais avec les autres. Comment as-tu fait pour sortir aussi vite ?» Je n'attendis pas que la chose à l'arrière réponde. Cela ne pouvait plus durer. Je passai la première et sortis en trombe du parking, les pneus crissant, le moteur vrombissant. Dans le rétroviseur, James criait quelque chose. Il courait derrière nous, je ne pouvais pas l'entendre. « Tu vas rater le mariage ?» dit la chose d'une voix parfaitement calme. « Ce n'est pas très paternel de ta part. »« Tais-toi !» rétorquai-je. « Tu ne vas pas me perturber. »« Oh allez !» roucoula-t-il. « Ne sois pas comme ça. Ton fils parle de toi tout le temps, à moi, à tout le monde. » Je gardai les yeux fixés sur la route, la mâchoire serrée si fort que je la sentais dans mes tempes. « Mais il ne dit pas de bonnes choses. Tu n'es pas un bon père, Ben. »« Tais-toi !» sifflai-je. Des larmes m'ont montèrent aux yeux. « Tu as manqué des anniversaires. Tu as manqué des étapes importantes. Qu'est-ce que tu fais maintenant ? Tu essaies de te pointer à la dernière minute et de faire comme si ça avait une importance ? » Je serrai le volant plus fort. J'avais envie de freiner brusquement, d'ouvrir la portière et de traîner cette chose hors de la voiture par la peau qu'elle avait volée. « Oh, ne sois pas comme ça, Ben. J'ai quelque chose qui va te remonter le moral. Continue à rouler, jusqu'au lever du soleil. J'ai quelque chose à te montrer. » Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Mon téléphone a vibré sur le siège à côté de moi. James, encore. Je n'ai pas répondu. Le seul bruit dans la voiture était le ronronnement des pneus et cette chose qui respirait derrière moi, qui attendait. Je ne savais pas trop quoi faire. Le passager m'avait déposé et refusait de partir. Ça ne m'était jamais arrivé auparavant. Je ne pouvais pas non plus le forcer à sortir, pas sans le regarder directement. Si je ne parvenais pas à faire partir ce type avant le lever du soleil, j'étais foutu. C'était inutile. Je freine brusquement, les pneus soulevant un nuage de poussière sur l'accotement. La chose à l'arrière ne bronche pas. Elle sourit simplement, comme si elle avait attendu ce moment toute la nuit. J'ouvre la boîte à gants et sors mon Glock 45. « Oh !» dit la chose. « Ça n'a pas pris longtemps. Tu en as déjà marre de moi, Ben ?» Je ne réponds pas. Je ferme les yeux et prends quelques profondes inspirations. « Oh Ben, tu n'as pas à faire ça.
Tu vas passer à côté de tout le plaisir que j'ai en réserve. » Je ne me retourne même pas. Je lève le pistolet derrière moi, stabilise ma respiration et appuie sur la gâchette. Le coup de feu est assourdissant dans cet espace confiné. Je ne regarde pas. Je reste assis là, les oreilles bourdonnantes, le cœur battant à tout rompre. J'attends un mouvement, une autre voix, mais il n'y a rien. Je jette finalement un coup d'œil dans le rétroviseur. Il est affalé sur le siège, il sourit toujours, mais il est silencieux maintenant, complètement immobile. Je savais que cela ne tuerait pas cette chose, mais cela me faisait quand même du bien. J'avais juste besoin de le faire taire pendant au moins 1 minute. S'il ne partait pas, tant pis. Je devais accepter cette réalité. Je n'allais pas pouvoir me rendre au mariage. J'allais abandonner mon fils encore une fois. Cette fois, pour de bon. Le moins que je pouvais faire était de lui demander pardon, lui dire que je l'aimais. J'aurais juste aimé pouvoir le faire plus tôt. Ah bon sang, j'aurais aimé avoir plus de temps. Je sors mon téléphone, mes mains tremblent. J'ai essayé d'appeler James, mais je tombe directement sur la messagerie vocale. Je parle la gorge nouée. « Salut, c'est papa. Je voulais juste te dire que je suis désolé. Pour tout. J'aurais dû être là pour toi, j'aurais dû être meilleur. » La chose sur la banquette arrière était maintenant assise bien droite. Elle époussetait sa chemise imprégnée de sang et lissait ses cheveux ébouriffés à l'endroit où la balle était sortie. Je me suis mis à sangloter dans le téléphone. « Mais je suis fier de toi, James, vraiment. Malgré toutes mes erreurs, tu as tout fait comme il fallait. Et je suis vraiment, vraiment heureux de pouvoir assister à ton mariage. » Le mimique à l'arrière toussait maintenant. Il se frappait la poitrine avec le poing fermé. J'entendis un bruit métallique retentissant lorsque la balle rebondit sur l'une de ses dents en sortant de sa gorge. Je réprimai un sanglot et pris une profonde inspiration avant de continuer. « Je t'aime tellement, James. À bientôt, mon grand. » Je raccroche, les larmes coulant sur mon visage et embuant l'écran. Je reste assis là en silence pendant quelques minutes. Je regarde une lueur orange commencer à se lever à l'horizon. Le soleil allait bientôt se lever. Je fermai les yeux et serrai le volant avec une sombre appréhension. On y était. Je ne savais pas ce qui se passerait si j'enfreignais cette règle, mais je savais qu'il n'y aurait pas de retour en arrière possible. Le support technique ne pourrait pas m'aider à me sortir de là. Puis j'entendais des applaudissements, doux, lents. Je levai les yeux. Dans le rétroviseur, je vois la créature applaudir et arborer un large sourire. Mais cette fois-ci, elle n'a pas l'air aussi suffisante. Elle semble sincère, authentique. « Beau travail, Ben !» dit-elle. « C'était vraiment émouvant. » Elle laisse tomber une poignée de billets sur le siège à côté d'elle et sort du véhicule. Elle penche la tête à l'intérieur pour faire un dernier signe d'adieu. « Félicitations pour le mariage de ton fils. » Puis il est parti, juste avant le lever du soleil. Je ne sais pas pourquoi la chose, le mimique ou peu importe ce que c'était, a décidé de partir. Tous les passagers nocturnes veulent quelque chose, une réaction, une libération. La plupart du temps, c'est quelque chose de méchant. Ils ont soif de colère, de chagrin, de désespoir. Peut-être que celui-ci était bienveillant. Peut-être avait-il besoin de vivre quelque chose de sincère, quelque chose de réel. Dieu sait que j'en avais besoin moi aussi. Je suis juste content que tout soit fini. Je n'ai plus pris de clients pendant le reste de la nuit. Je suis rentré chez moi. Je m'apprêtais à nettoyer le sang sur la banquette arrière, mais il n'y en avait pas. J'ai changé le désodorisant même s'il sentait encore le neuf. J'ai pris une longue douche chaude. J'ai enfilé le costume que je n'avais pas porté depuis des années. Quand je me suis regardé dans le miroir, je ne me suis presque pas reconnu. Je n'avais pas changé physiquement, mais je me sentais différent. Je n'avais pas honte de l'homme qui me regardait. J'allais devenir une nouvelle personne. Je savais qu'il était trop tard pour être un bon père. J'avais été absent trop longtemps pour réparer ça. Mais il serait toujours mon fils. Et James devait savoir que je ne l'abandonnerais plus jamais.
Je suis monté dans la voiture, pas pour aller travailler, juste pour conduire, pour aller au mariage de mon fils. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti quelque chose qui m'a presque fait plus peur que toute une vie passée à transporter des passagers surnaturels. De l'espoir.